Hebdo de l'investisseur gaming 24, quelle perspective pour Ubisoft en 2021? Donc voilà, Ubisoft a publié son rapport annuel. Alors pour pas non plus aller trop dans le détail, on va pas lire tout le rapport annuel et faire tout ça. Ce serait plus un travail qui serait dans la zone abonnée, hein. Mais je vais vous highlight, c'est-à-dire vous mettre en avant des choses un peu clés, des trucs positifs, des trucs négatifs. Il y aura un peu des deux. Voilà, voilà. Donc l'avant-propos comme d'habitude, hein, donc surtout ne pas oublier, hein, tout ce qu'on dit ici, c'est absolument pas des recommandations d'achat ou de vente, hein. Je peux être positionné sur des titres à l'achat ou à la vente. Généralement, je vous le dis quand je suis positionné sur des titres. Après, c'est pas tout le temps comme ça. Mais là, on est vraiment dans l'analyse de la stratégie de la boîte. Le but n'est pas vraiment de faire une recommandation d'achat. Et on peut vraiment analyser une partie de la société, hein, d'accord? Donc, une stratégie bien précise de la société, et pas la société dans son ensemble. Et donc, il n'y a pas de recommandation d'investissement à en sortir. Si par exemple on analyse la stratégie d'IA dans le mobile, bon bah la stratégie d'IA dans le mobile, c'est celle de d'IA dans le mobile. Ça ne veut pas dire que parce que la stratégie d'IA dans le mobile est bonne ou me paraît bonne, parce qu'en plus c'est à moi qu'elle paraît bonne et je peux me tromper, hein, je me trompe même souvent, que ça veut dire que l'action est achetée. Donc si vous voulez acheter des actions liées au secteur du gaming, on vous conseille de passer par des conseillers agréés par l'AMF, hein. Et toujours faire comme ça. Ne jamais croire ce que vous voyez en ligne. Ça, c'est très important. Du coup, le sommaire, la nouvelle Switch sera-t-elle un flop? Focus Ubisoft, les perspectives 2021. Après, Take-Two retire du contenu de GTA. La Chine dit stop à Tencent. Que nous disent les datas du streaming? Focus Atari de retour dans les jeux premium. WitcherCon les annonces de CD Projekt Red et Netflix. Parlons gaming et vos questions. Et on mettra deux publicités d'une minute 30 un peu au milieu, que j'ai le temps de boire et de ce genre de choses. Donc voilà. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas, hein. Ce que je vais faire, comme d'habitude, c'est que je pense que je prendrai toutes les questions à la fin pour que ça soit un peu plus simple, qu'on ait un peu plus le temps d'en discuter. Donc n'hésitez pas à poser au fur et à mesure vos questions. Puis à la fin, je remonterai sur les questions et j'y répondrai. Parce que sinon, en fait, on va passer notre vie à faire, à monter, descendre, ce genre de choses. Et c'est pas forcément le but. D'accord? Donc voilà. Et il y a aussi les ventes de consoles cette semaine. Elles n'étaient pas la semaine dernière parce qu'il n'y avait pas les données. Et il y a cette semaine, les données, on les a. Donc on a mis en place le suivi. Donc on y va. Donc les ventes consoles S24. D'accord. Donc ça monte pour la PS5. Ça monte pour la Switch. On a enlevé la 3DS. C'est fini, hein. C'était vraiment des ventes de l'ordre de quelques centaines d'unités, ça n'avait plus vraiment de sens de le suivre. Les données qu'on prend chez VG Charts, chez GSK et tout, chez GSK ils avaient déjà arrêté de la suivre, chez VG Charts ils ont décidé d'arrêter de la suivre à partir de cette semaine, donc on a décidé de l'enlever, voilà. Au niveau de la Switch, ça descend. Au niveau de la PS4, ça monte très légèrement. Au niveau de la Xbox One, ça descend. Bon, la PS4 et la Xbox One, c'est vraiment, voilà, on va vers, on tend vers le zéro, un peu comme la 3DS. Et dans quelques années, bah, peut-être dans quelques mois, on enlèvera, on l'enlèvera du classement. Sur la Switch, c'est toujours bien. On est au-dessus de 350 000, c'est pas mal. Sur la Xbox et sur la PS5, on commence vraiment à monter. Là où on avait du mal à s'extraire des 200 000 et des 100 000, on commence à remonter un peu plus. La question, c'est est-ce que ça va tenir avec les stocks ou pas, hein. Donc ça, c'est toujours le même problème de stock. Voilà. Du coup, on continue. La nouvelle Switch sera-t-elle un flop? Donc Nintendo a mis en place cette nouvelle Switch. Vous vous rappelez que je vous en avais déjà parlé. Je vous avais parlé du fait qu'ils avaient mis en place l'écran OLED, que c'était quelque chose d'intéressant parce qu'il y avait des stocks d'OLED et les prix avaient très fortement diminué chez Samsung. Quand on avait vu, vous pouvez retenter, ça doit être dans un des 15 premiers au silo. Alors je ne sais pas vous dire exactement lequel, mais on en a parlé et je vous ai expliqué ça. Et je vous ai expliqué que par contre, peut-être ce gain entre guillemets compétitif sur l'OLED
parce que le prix a baissé, ils allaient peut-être le mettre dans le CPU ou le GPU. Et finalement, il n'y a pas d'amélioration graphique autre que la qualité de l'écran par lui-même et de processeur dans la Switch. Du coup, en fait, ça a déplu à beaucoup de monde parce qu'il ne va pas y avoir de possibilité avec cette nouvelle Switch d'avoir des jeux qui sont plus optimisés et qui ont plus de performance graphique. On va avoir une meilleure qualité de vision parce qu'on a un écran qui sera un écran OLED, qui sera légèrement plus grand, mais c'est tout entre guillemets. Donc au niveau des attentes, c'est un assez gros flop. Alors après, si vous voulez, il faut réfléchir un peu plus loin que ça. C'est-à-dire, effectivement, ça paraît être une mauvaise chose de Nintendo. La question, c'est de vous dire, si ils avaient annoncé une console avec un nouveau système, enfin un nouveau GPU et un nouveau CPU. Le problème qu'il y aurait eu, c'est que du coup, bah forcément, comme vous êtes en situation tendue, il est clair que Nintendo aurait pas eu beaucoup de stock, donc que la console aurait eu un problème d'exploitation à sa sortie, parce qu'il aurait fallu créer des nouveautés spécialement pour cette console, et ça aurait été un peu compliqué au niveau des fondeurs à l'heure actuelle. Donc ça, c'est peut-être un choix aussi qui fait que ils ont mis la partie le changement d'écran, ce genre de choses, mais ils ont décidé de ne pas changer l'architecture autre de la console. Un autre point qui est peut-être sûrement plus important, c'est que la Lite, elle s'est vendue avec l'idée que c'était vraiment une console portable. D'accord? Et la Switch, quand on l'a vendue au début, c'était un mix entre portable et console de salon. La Lite, elle a été vendue sur le côté, elle est beaucoup plus portable. Et la Switch Pro, si on veut, d'accord, la Switch OLED, elle a été vendue par Nintendo dans toutes les publicités récemment comme une console portable avec un écran plus large, donc une meilleure qualité de gameplay. Donc ils sont toujours dans cette idée de vous allez mieux jouer en portabilité, d'accord? Bon, alors après, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, vous avez quand même peu de chances que la Switch Pro déclenche un cycle nouveau sur la Switch. C'est-à-dire que vous avez peu de chances que les anciens propriétaires de Switch rachètent une Switch Pro pour avoir accès aux derniers jeux, ce genre de choses. Parce que la qualité est quasiment la même sauf l'écran. Si vous jouez sur télé, ça ne vous concerne pas l'écran OLED, ça vous concerne vraiment que si vous jouez en vadrouille, entre guillemets, en mode déplacement, d'accord? En mode mobilité. L'autre problème aussi, c'est le prix. C'est 350 euros. Donc c'est quand même assez cher. C'est 100 euros de moins, enfin 150 euros de moins qu'une console dernière génération chez Sony et chez Microsoft. Mais c'est quand même un prix assez élevé. Comparativement à une Switch à l'heure actuelle de base qui est aux alentours de 250 euros. Donc c'est 100 euros plus cher. Donc peut-être que c'est possible, c'est que c'est peut-être ce qui va permettre à Nintendo d'aller taper un public un peu plus large. C'est-à-dire des gens qui trouvaient que l'écran il n'était pas assez qualitatif pour se balader, ce genre de choses. Donc la console s'est déjà très bien vendue et peut-être que c'est ce qui va permettre d'aller capter 3 ou 5% de marché en plus en allant vendre à des gens qui trouvaient que bon 250 euros pour quelque chose qui n'était pas un écran OLED, ce genre de choses, c'était pas top et qui vont peut-être accepter 350 euros. Il y a les purs et durs de chez Nintendo qui vont encore aller là-dessus. Par contre, ça pose aussi énormément de nouveaux problèmes. Et d'ailleurs, on l'a vu dans la réaction du titre Nintendo, vous voyez qu'il a bien baissé. Là, c'est sur une semaine et là, c'est sur tout le temps. En fait, pourquoi est-ce qu'il a bien baissé? Parce que Nintendo a annoncé plusieurs gros jeux en 2022, donc des Pokémon, le nouveau Zelda, ce genre de choses. Et en fait, la plupart des gens et des analystes du secteur étaient sur une stratégie que je vous avais déjà expliqué, c'est Nintendo va sortir une nouvelle console qui aura des améliorations au niveau du hardware. Ces améliorations vont permettre de faire des jeux un peu meilleurs graphiquement. Et du coup, les gens qui avaient l'ancienne Switch vont passer à la nouvelle. Parce qu'ils vont préférer payer pour avoir une nouvelle Switch, pour avoir les jeux de la dernière de façon optimale, plutôt que rester sur l'ancienne Switch et avoir des jeux sous-optimisés, qui vont être downgradés, donc c'est-à-dire qui vont être limités graphiquement par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Et il semble que ça n'a pas été du tout le call de Nintendo, donc le choix de Nintendo, d'accord? Et du coup, bah forcément, au niveau du potentiel de rotation du parc de la Switch et ce genre de choses, c'est bien moins bon.
Ce qu'on voit aussi, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous voyez là sur le deuxième graphe, c'est que Nintendo, lors du cycle de la Wii, d'accord, le cycle a duré en gros 2 ans, hein. Il y a eu des très bonnes ventes. On est arrivé à un très haut cours de l'action. Et juste après, on a commencé à s'effondrer. On est un peu remonté au niveau de la Wii U. D'accord. Et juste après, on s'est effondré parce que la Wii U a fait un flop. Le cycle de la Switch, au niveau de l'action, il est un peu meilleur. C'est-à-dire, on est remonté dans le temps et c'est un temps un peu plus long. La question que se posent certains analystes, c'est qu'on arrive plus ou moins au top précédent. Et donc la question, c'est est-ce que le fait de ne pas avoir fait de cette Switch une continuité de la Switch d'avant et avoir update le matériel pour avoir des jeux de qualité, est-ce que ça va pas reproduire l'erreur qu'ils avaient déjà fait avec la Wii U? Et du coup, on serait au top de cycle. Il y en a certains qui le pensent, dans le sens où les choses se répètent toujours et une boîte fait toujours les mêmes erreurs. Ce genre de choses. C'est possible, hein, parce qu'en bourse, vous avez beaucoup de choses qui se répètent. Si graphiquement, il y a des gens qui arrivent à vous montrer que les choses se répètent, qu'il y a des canaux, ce genre de choses, c'est bien qu'il y a quand même quelque chose qui existe derrière. C'est pas tout le temps vrai. Je pense que c'est pas de la science exacte, mais des fois, force est de constater que graphiquement, il se passe des choses. Donc, graphiquement, il y en a déjà qui tracent des très longs canaux et qui vous disent que le cycle va un peu monter et qu'après, on va se casser la figure. C'est possible. C'est vraiment dommage de la part de Nintendo d'avoir fait ce choix. Moi, je pense qu'il y avait mieux à faire en faisant une console upgradée au niveau des composants, hein. Surtout, le problème qu'il va y avoir, c'est lors de la sortie des jeux en 2022. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que si les jeux en 2022, ils sortent et ils ont des problèmes de drop frame, c'est-à-dire que vous avez des images qui sont saccadées, ce genre de choses, et ben les joueurs ils vont râler et ils vont dire vous aviez qu'à sortir une console un peu plus puissante. Et surtout que maintenant, la concurrence est revenue. Donc je pense que vraiment, Nintendo qui était déjà quand il a sorti la Switch en retard par rapport à ce que faisait la Scorpio ou ce que faisait la PS4 Pro, bah forcément maintenant c'est encore pire. Et du coup c'est quand même assez limitatif. Surtout quand on veut s'extraire des jeux de base de Nintendo, c'est-à-dire des Mario, des jeux qui sont graphiquement pas trop, enfin qui vont pas prendre énormément de ressources et qu'on veut aller sur des licences en les développant sur d'autres supports, donc par exemple avec des open world, c'est-à-dire des mondes ouverts sur Pokémon, sur Zelda, ce genre de choses, et créer des nouvelles choses là-dessus, bah, c'est quand même c'est problématique. Donc il va falloir suivre les ventes de cette console au lancement, c'est-à-dire en décembre, hein. Les pré-réservations, elles sont pas oufissimes. C'est-à-dire que d'habitude, quand vous sortez une console qui a des réservations, on va dire qu'en 2-3 jours, les premiers batchs de réservation, c'est-à-dire les premiers lots de réservation, ils sont déjà tous partis. Là, pour avoir des collègues chez Micromania, chez Amazon, ce genre de choses, les réservations de la Switch Pro, enfin de la Switch OLED, elles sont pas terribles. Il y a encore du stock. Et il n'y avait pas non plus un stock considérable qui était donné aux revendeurs par Nintendo. Donc ça veut dire que l'appétit, il n'est pas vraiment là encore. Après, sur la Switch Lite, ça avait été un peu pareil. L'appétit n'était pas là au début et finalement, ils ont réussi à faire quelque chose. Donc c'est pas encore mort. Faut pas voir ça comme un échec encore. Par contre, c'est vrai que pour moi, au niveau stratégique, j'aurais pas fait ce choix-là. Après, est-ce que mon avis est le bon ou pas le bon? J'en sais rien. Moi, le problème que j'ai surtout, c'est ce que je vous explique, c'est en 2022, on avait beaucoup de jeux avec entre guillemets des besoins graphiques qui me paraissaient un peu plus importants. Donc, je trouvais intéressant de sortir une console un peu plus performante fin 2021 pour préparer l'arrivée, quitte à la vendre un peu dans le temps en 2022, avec le temps de se dire bah on va la vendre en 2021, tout le monde va la vouloir, on aura des soucis comme Sony et Microsoft, mais en fait comme nos jeux phares ils vont sortir que fin 2022, ce genre de choses, on aura le temps de refaire du stock et de satisfaire la demande. Je trouvais que c'était la stratégie la plus intelligente. La question c'est est-ce qu'en 2022 ils vont refaire un update ou est-ce que juste ils vont brider les potentiels des jeux qu'ils ont au niveau graphique pour que ça matche avec ce que la console peut faire. Et s'ils font ça,
ça peut être très très problématique au niveau de certains joueurs. Donc c'est quelque chose qui est à suivre. On peut pas dire que c'est bon ou mauvais, ça correspond pas à ce que le marché voulait, ça c'est clair. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu une réaction. Après, Nintendo est quand même sur un très très bon cycle qui est bien plus fort que la Wii. Pour moi, le cycle de la Wii, bah, à part les premières années où on avait beaucoup de jeux, le catalogue était quand même un peu plus pauvre, ce genre de choses. Là, le catalogue est un peu plus important. Vous avez d'autres bonnes nouvelles. Pokémon Go qui a franchi les 5 milliards de revenus depuis sa sortie. Vous avez beaucoup beaucoup de choses quand même. Donc c'est un peu différent. Mais voilà. Donc pour Nintendo, c'était tout. Après, quelle perspective pour Ubisoft en 2021? Donc Ubisoft, ils ont publié leur rapport annuel de 2020, d'accord? Donc de l'exercice passé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis en place plusieurs nouvelles choses. Donc déjà au niveau des risques, on en avait parlé, ils ont eu un problème de harcèlement. Donc déjà ça leur a fait passer les risques. Donc quand vous avez un rapport annuel, que vous allez lire, la société l'identifie des opportunités et des risques. C'est très très intéressant d'aller suivre les risques que la société identifie. Et surtout l'évolution de ces risques dans le temps. C'est-à-dire sortez 5 ans de rapport annuel, allez directement à la page, généralement c'est toujours la même, et vous allez voir les risques. Et généralement les risques ils sont faibles, modérés, forts, très très forts. Ça dépend un peu de la société, mais généralement c'est faible, modéré, fort, il n'y a pas souvent très fort. J'ai déjà vu dans 2-3 boîtes, mais c'est assez rare. Et là ce qui est intéressant, c'est que le risque pour attract and retain talent, d'accord, donc c'est attirer et retenir des talents, il est passé de modéré à fort. Ce qui est très très intéressant, c'est que ça, on le voit aussi dans d'autres studios. C'est-à-dire il y a un manque de compétences, ça c'est le point 1, d'accord. Le fait d'être développeur de jeux vidéo, c'est souvent sous-payé par rapport à d'autres secteurs dans l'informatique, c'est-à-dire être développeur, ce genre de choses. Développeur de jeux vidéo, c'est moins payé que développeur de logiciels software, enfin, en mode SaaS pour, je sais pas, pour n'importe quelle boîte, cast ou ce genre de choses. D'accord. Un autre souci, c'est que vous avez dans le jeu vidéo beaucoup de ce qu'on appelle la bro-culture. Donc la bro-culture, c'est un peu un truc machiste, ce genre de choses. C'est ce qui a créé des soucis à Ubisoft. Et du coup, bah là, c'est pareil, pour attirer les talents féminins, c'est plus compliqué qu'avant. Donc vraiment, là, il vous explique que attirer des talents, c'est pas si simple. D'accord. Donc, après, il y a aussi un autre souci qui fait que ce risque passe de modéré à fort, c'est que Ubisoft a du mal encore à gérer cette bro-culture. On l'a vu avec plusieurs articles sur plusieurs médias, vous pouvez voir Kotaku, Bloomberg, ce genre de choses, des médias spécialisés en finance et des médias spécialisés en jeux vidéo. Et il y a encore des employés féminins d'Ubisoft qui se plaignent de d'une certaine culture chez Ubisoft. D'accord. Mais c'est quelque chose qui est long à changer. D'accord. Donc ça c'est assez complexe. Donc c'est déjà le souci numéro 1 d'Ubisoft, c'est vraiment attirer ses talents et gérer ça. C'est quelque chose d'assez complexe. Autre chose, ils nous font remarquer aussi que le fait d'avoir eu ce souci avec la gestion des employés féminins, ce souci de harcèlement, ça rend plus difficile d'attirer des talents. C'est-à-dire que l'image de marque de la société, elle a été touchée. Un autre point qui est important, c'est qu'ils sont ils sont obligés de mettre en place un nouveau code de conduite. Donc ils ont recruté quelqu'un qui s'occupe de gérer la diversité dans la société. Il faut former les équipes. Quand vous voulez former des équipes à ça, bah forcément vous allez les soustraire du temps de travail de base pour les former. Donc ça vous coûte entre guillemets quelque chose. Et surtout, il y a un petit souci qui est vraiment plus important, c'est que l'année dernière, à cause de ces harcèlements, Ubisoft a été obligé de prendre des mesures très fortes. Elle a été obligée de virer ou de mettre fin à des contrats avec certaines personnes. Et en fait, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu beaucoup de ces personnes qui avaient des positions importantes, de manager d'équipe, de gestionnaire de jeux vidéo et tout.
Le fait de virer ces personnes, qui n'ont pas pu être remplacées directement parce que c'était quand même quelque chose de profond dans la société qui a ciblé plusieurs strates de la société, ça a décalé la sortie de certains jeux et la prise de certaines décisions. Parce qu'en fait, quand vous avez un directeur qui part, bah, les décisions de mettre en place, par exemple, de mettre dans un jeu un budget de 10 millions ou 20 millions, elle peut plus se prendre sans directeur. Donc il faut attendre le recrutement d'un nouveau directeur, que cet directeur voit comment les jeux ont évolué, là où il veut allouer son capital et tout, et qui prennent des décisions. Et donc forcément, ce cycle-là, il peut être assez long. Et comme vous êtes sur des cycles de jeux vidéo, où la construction d'un jeu vidéo, c'est 4-5 ans, et où ça peut très rapidement passer du le jeu vidéo vaut beaucoup à le jeu vidéo vaut plus rien parce on a raté le développement et qu'on peut plus revenir en arrière, c'est assez complexe. D'accord? Donc il y a vraiment des choses qui sont problématiques pour Ubisoft. Et il y a toujours des places de manager chez Ubisoft qui n'ont pas retrouvé de, de personnes stables. C'est des gens qui sont soit en freelance, soit c'est des gens qui ont été pris en interne mais qui sont là que pendant un certain temps, ce genre de choses. Donc vraiment, il y a énormément de choses à faire pour Ubisoft là-dessus. Et c'est vraiment un gros travail parce qu'encore une fois, dès qu'on est sur des problématiques de gestion d'entreprise RH, vous êtes sur un travail de plusieurs années. Et ça peut très très rapidement mal partir parce qu'il suffit que par exemple il y ait encore une histoire de harcèlement chez Ubisoft et c'est un peu le truc qui s'emballe et entre guillemets la boîte elle va tout le temps être contre et dans un moment où tous les actionnaires ils sont sur l'ISR, sur ce genre de choses, ça peut faire en sorte que même si les performances d'Ubisoft sont bonnes, ça restera un mauvais élève de la classe juste parce qu'il a ce problème là. Donc c'est vraiment un très très gros problème, il ne faut pas l'occulter en tant qu'investisseur, hein. C'est très très important. Et c'est pour ça que c'est intéressant les PME, parce que c'est plus facile d'identifier ces problèmes de culture dans une PME que de l'identifier dans un grand groupe. Parce que si vous allez voir les avis sur travailler chez Ubisoft, vous allez en trouver des dizaines de milliers. Et comment vous pouvez savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Quand vous êtes dans le secteur, vous avez des avis un peu d'insider, ce genre de choses, c'est un peu plus compréhensible. Mais quand vous êtes un actionnaire lambda, bah vous avez qu'Internet pour vous donner des informations, c'est déjà un outil miraculeux, mais entre guillemets, c'est un peu complexe de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Quand c'est une PME et que vous avez 100 avis sur les plateformes d'avis d'employés, bah, vous êtes capable de remonter, vous êtes capable d'aller sur LinkedIn, puis de parler un peu à des employés, d'essayer de glaner des informations, de recouper par rapport à plusieurs employés, et puis ça vous donne une image de la société. Mais quand c'est des gros groupes, c'est pas possible. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à comprendre. Dans un gros groupe, le risque RH, il est considérable et il est très difficile de l'identifier. Vous pouvez pas vraiment savoir quand est-ce qu'il va se matérialiser. Le plus intéressant, c'est de savoir s'il est localisé au bas de l'échelle, parce que ça arrive assez souvent, ou si c'est vraiment quelque chose de généralisé partout. Et ça, si c'est généralisé, ça peut poser énormément de problèmes. Typiquement, il y a beaucoup de problèmes RH chez EDF. Chez moi, je n'irai jamais investir chez EDF parce qu'il y a beaucoup de problèmes RH chez EDF avec une vision de la société qui est très complexe. Et à mon avis, tant qu'ils n'auront pas résolu ces problèmes-là, même si ils sont meilleurs que les autres dans leur exécution de stratégie, la création de valeur, elle devra être partagée autrement et du coup, pour nous, investisseurs, ce sera moins rentable. D'accord? Donc vous avez plein de choses qui se mettent en place et qui sont intéressantes, hein. Bon, ils ont quand même mis en place énormément de nouvelles choses, hein. Donc ils ont recruté un VP de la diversité, enfin comme beaucoup de boîtes américaines et tout. Le problème, c'est toujours la même chose, c'est que le moment où vous recrutez cette personne et le moment où il va y avoir vraiment des changements en interne, c'est complexe. Et surtout, vous avez des risques de friction quand vous commencez ces changements. C'est ça qui est le plus complexe. C'est-à-dire, vous êtes actionnaire, vous avez identifié ce risque, la boîte l'a identifié, elle essaye de changer les choses. Il peut y avoir des réactions en interne. Et ces réactions, elles peuvent être violentes. Chez Google, on les a vues, ces réactions. Sauf que Google, c'est une telle machine que même s'il y a un problème au niveau RH, la machine continue de tourner. Parce qu'elle est assise sur quelque chose de mécanique qui s'auto-entretient. Mais pour une boîte un peu moins forte, assise sur des bases un peu moins puissantes, bah en fait, la machine, elle peut devenir grippée par ça, en fait, hein. Et donc, c'est très très complexe. Donc moi, je vous invite à beaucoup lire
sur les aspects RH d'Ubisoft. Et vraiment aller sur les revues spécialisées, ce genre de choses, parce que une partie du souci d'Ubisoft il est là, et donc c'est là qu'il faut concentrer en partie votre vision de la société. Donc ça c'était les risques, hein. Et c'est la société qui les a identifiés elle-même, d'accord? Vous avez après d'autres avantages. Les avantages, c'est par exemple les joueurs actifs, donc ils sont passés de 117 millions à 141 millions. Donc quand même c'est important, c'est une vraie hausse. Alors c'est dû au Covid, mais pas que. Le coût de production des jeux, il a augmenté de 20% par rapport à l'année dernière. Ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport annuel, ils nous ont dit les jeux plus les films. Et dans le rapport annuel précédent, ils n'avaient pas mis ce petit rajout des films. Donc ça nous montre bien cette vision qu'il y a d'aller chercher et d'aller pousser ces licences un peu partout. Et je vous ai déjà expliqué que c'est comme ça qu'on crée de la valeur. C'est-à-dire si vous l'exploitez que sur des jeux vidéo, bah vous perdez la valeur que vous pouvez créer sur les films, sur tout le reste. D'accord? Au niveau du RH, encore une fois, d'accord. Bon, vous avez toujours une population d'employés qui est très très jeune, hein, d'accord. Donc ça, c'est toujours intéressant parce que c'est une société qui a besoin d'avoir des employés qui sont jeunes, ce genre de choses. Vous avez au niveau du siège un nombre d'employés qui a beaucoup beaucoup monté, donc ça veut dire qu'on commence à structurer la société, ce genre de choses, hein. Euh, Donc ça, c'est intéressant. Il y a autre chose, mais ça c'est très très petit, c'est la société emploie 13 personnes qui ont moins de 18 ans. Donc ça, c'est intéressant. La plupart du temps, c'est des gens qui sont connus dans le monde du jeu vidéo, des streamers, ce genre de choses, qui sont très jeunes. Voilà. Mais pour en avoir parlé avec certains investisseurs, il y en a qui sont venus vers moi et qui m'ont dit mais tu te rends compte, ils emploient des mineurs et tout. Oui, non, mais en fait, il faut bien vous dire, ce que vous allez faire, ce que vous allez chercher là, c'est des gens, enfin, c'est un peu comme si l'Olympique Lyonnais vous disait j'emploie 50 mineurs. C'est pas elle emploie 50 mineurs, c'est dans son centre de formation, elle a 50 mineurs. C'est bien normal. Donc il faut pas non plus avoir peur de ce genre de choses. Et ça, il faut bien comprendre la stratégie. Au niveau aussi du, euh, du RH, dans le rapport annuel, le nombre d'heures travaillées a légèrement monté, la productivité a légèrement monté et surtout, le taux d'arrêt maladie a beaucoup diminué. Donc ça, c'est très très intéressant. Alors, il nous explique plus ou moins en détail ça, et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant au niveau RH. Donc déjà, il vous explique que bah, du coup, le fait qu'on n'aille plus sur les lieux de travail ou qu'on respecte plus les distances barrières, ça a limité les infections saisonnières, la grippe, ce genre de choses. Et aussi, ils ont une diminution dans les burn-out et dans les pathologies psychologiques. Donc ça veut dire que la société a été capable de gérer optimalement le passage du on est au bureau au Covid. Ça veut aussi dire peut-être que au bureau, il y avait des problèmes avant. Donc il y a des choses à gérer. Après, encore une fois, vous n'êtes pas en interne, donc vous ne pouvez pas. Mais ce qui va être intéressant, c'est quand ils vont revenir au bureau, est-ce que vous voyez ce taux de burn-out remonter ou pas? Ce taux d'accident du travail remonter ou pas? Si vous voyez ce taux remonter et qui remonte de façon considérable, ça veut dire qu'en interne, il y a quand même quelque chose qui ne va pas très bien, hein, d'accord? Au niveau de la consommation carbone, qui est quelque chose qui est très utilisé, bah déjà la société, elle a fait un gros gain. Et ça, c'est intéressant pour beaucoup de sociétés. C'est 25% du coût carbone de la société, c'était des voyages. Et c'est 2% en 2020. Ça vous montre encore une fois ce qui s'est passé avec le Covid. Et ce qui nous explique dans le rapport annuel, c'est qu'ils pensent qu'ils reviendront jamais au taux d'avant. C'est-à-dire ils ont réussi à se dire que là où avant, pour faire des réunions, par exemple, ils prenaient l'avion, bah ils en ont plus besoin. Et ça, encore une fois, c'est des petits trucs que vous avez dans des rapports annuels. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller en lire plusieurs. Parce que si vous voyez ça dans plusieurs rapports annuels, c'est une tendance. Et du coup, ça vous permet de comprendre un peu mieux la macroéconomie et ce qui se passe. Et moi, je peux vous assurer que les voyages d'affaires, ils reviendront jamais comme avant. Parce que c'est pas qu'une question des gens. Parce que si c'était que les gens, vous avez beaucoup de personnes qui préfèrent aller en voyage d'affaires, se taper des restos et tout mettre sur le frais de la princesse. D'accord?
Donc les gens seraient repartis comme avant. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui vont dire non, non, mais écoute, tu vas pas faire ta réunion en prenant l'avion parce que tu comprends, au coût du crédit carbone de la société, ça va faire ça, 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 donc il va falloir le mettre dans notre rapport. Donc c'est pas bon, donc tu restes là et tu fais ça sur Zoom. Et donc là, vous voyez que c'est plus qu'une question de prix. Parce que si c'était qu'une question de prix, je vous dirais, dès que les boîtes vont mieux, dès que la vie va mieux, on reprend les voyages d'affaires comme avant. Mais vous avez aussi une notion de coût carbone des voyages. Et ça, vous ne l'aviez pas avant. Et donc ça vous montre que les sociétés, elles voient l'évolution de ce poste dans sa globalité. Et pas que dans un système de coûts. Mais il y a aussi, ça veut dire que ça a diminué les coûts de transport de la société qui a pu les déployer autrement. Et ça, c'est des facteurs d'optimisation légère de la marge de votre business. Mais ce qui est intéressant, c'est que si c'est dupliqué sur une dizaine, enfin sur tout l'univers des sociétés, même si ça joue sur 0,1% de marge, au niveau macroéconomique, 0,1% de marge, mais quasiment sur toutes les sociétés de la planète qui ont une certaine taille, ça fait du chiffre. D'accord? Et donc, après, ça va jouer. Si c'est que pour une société parce qu'elle se suroptimise, c'est intéressant d'avoir cette société et de savoir que cette société se suroptimise, mais ça n'a pas d'importance globale. Si par contre toutes les sociétés commencent à développer la même stratégie, ça a une importance globale. D'accord? Donc autre nouvelle qui n'était pas dans le rapport annuel, Ubisoft Canada a commenté, et donc Ubisoft sur Assassin's Creed, il y avait un cycle de sortie du jeu. Et généralement, il y avait deux studios qui géraient Assassin's Creed, et en fait, il se passait le flambeau. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui développait l'Assassin's Creed, l'autre qui sortait le sien, puis après, celui qui développait sortait le sien, l'autre travaillait sur un autre, et ça se faisait comme ça. Avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on a été obligé de coopérer. Et ils se sont rendus compte que là où avant, ils avaient décidé de dire chaque studio fait son Assassin's Creed parce que c'est trop difficile de coopérer à distance, bah, ils ont mis en place de façon obligatoire de telles méthodes de coopération que maintenant, ils vont regrouper les deux studios dans un ensemble commun qui va travailler Assassin's Creed dans un jeu constant. Donc déjà, je vous ai déjà expliqué que le but de la licence Assassin's Creed, c'est un peu comme la licence GTA, c'est de passer à une utilisation constante, c'est-à-dire de faire en sorte que les joueurs jouent constamment et qu'on soit dans un jeu, non pas qu'on renouvelle tous les 2-3 ans, mais un jeu qui se renouvelle tous les X mois avec des nouvelles choses, et les joueurs continuent à jouer et ils jouent dans le temps. Au lieu de se dire ils vont jouer beaucoup au début, puis après ils vont arrêter de jouer, puis ils vont revenir jouer quand on va sortir un nouvel opus. D'accord? Donc ça, c'est intéressant dans ce cycle-là. Ce que ça nous apporte aussi, c'est quelque chose de très très avantageux pour nous. Ça nous montre que la société, elle a été capable de créer une vision qui lui permet de faire coopérer des gens qui sont très très loin. Et ça, c'est intéressant, parce que ce qui est très complexe généralement, c'est vous avez des actifs de production, donc vous avez des équipes de développement au Québec, d'accord, à Montréal. Vous faites un jeu. Vous êtes dans la dernière ligne droite du jeu. Vous avez besoin de réparer des bugs. Vous pouvez difficilement recruter des gens à Montréal en quelques semaines. Par contre, si vous avez une capacité de gérer la relation avec les autres, d'accord, et de faire tout ça, et que vous avez une capacité de travailler de travailler à distance comme ça. Bah, en fait, vous allez pouvoir dire, par exemple, aux développeurs d'Ubisoft Annecy, bah, vous allez travailler avec les développeurs d'Ubisoft Montréal pour finaliser le jeu. Et avant, c'était assez complexe ce système de relations, parce qu'on faisait beaucoup de choses quand même en présentiel. Et on a développé toute une gamme d'outils collaboratifs qui permettent de développer à distance. Et croyez-moi, développer un logiciel à distance, c'est pas si simple. C'est pour ça que les boîtes qui travaillent en remote, donc qui travaillent avec des gens partout dans le monde, elles développent souvent des avantages concurrentiels qui sont très forts au niveau de la gestion du développement. Parce que pour pouvoir développer un projet qui est un peu important en étant chacun déployé partout dans le monde, ça vous demande des compétences de gestion de projet qui sont hors du commun. Donc ça veut dire que si vous avez une boîte qui fait un produit A, une autre boîte qui fait un produit A, et ces deux boîtes, vous en avez une, elles font le même produit, mais vous en avez une, tous les devs travaillent en présentiel, et l'autre, tous les devs travaillent en remote,
vous avez plus de chances que la boîte qui travaille en remote soit suroptimisée et avec des compétences un peu plus fortes que la boîte qui travaille en présentiel. Alors après, c'est pas tout le temps vrai, hein. Des fois, la boîte qui travaille en remote, elle fait juste avec des bouts de ficelle et ça marche, mais c'est pas normal que ça marche. Mais de manière générale, c'est quand même une tendance qu'on voit de plus en plus dans la Silicon Valley. C'est cette tendance de, il y a quand même quelque chose qui est important pour qui est une optimisation des boîtes qui travaillent à distance. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il vous explique que cette vision de regrouper Assassin's Creed dans une brique qui est gérée globalement, c'est aussi une vision pour projeter la licence plus loin dans le temps. Et donc, ça vous fait le parallèle un peu avec ce qui s'est passé avec The Division et l'ouverture de The Division aux films, aux séries, aux bouquins, à ce genre de choses. Ça vous montre que Ubisoft est vraiment dans la construction de studios phares qui vont s'occuper d'une licence, et en fait vous avez au sein d'Ubisoft des mini-empires qui vont s'occuper que d'une licence, et leur but ça va être d'horizontaliser cette licence, de la faire marcher sur séries, sur films, sur bouquins, sur parcs à thème, sur plein de choses, le plus de choses possible. Et donc ça c'est intéressant, hein. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant et qui a un gros avantage à long terme. C'est ce qu'on attendait de comme mise en place stratégique d'Ubisoft quand même à long terme. Et nous revoilà après la petite coupure pub. Donc on avait parlé juste avant de Ubisoft, hein, d'accord. Et je vous ai expliqué que le but c'était de faire en sorte que le jeu, au lieu de devenir on vend Assassin's Creed Odyssey, après on vend Assassin's Creed machin 2 ans plus tard, et puis à chaque fois on essaye de vendre un nouveau jeu. On est de plus en plus sur quelque chose qu'a fortement développé Take-Two, qui est sur le faire en sorte que le jeu dure dans le temps. Et qu'en fait, vous vendiez très fortement à la sortie, puis qu'après, le jeu, on continue à faire des updates et ce genre de choses, et que ça devienne quelque chose, entre guillemets, de plus ou moins récurrent, avec des joueurs très récurrents. Et donc pour faire ça, ils ont créé ce qu'on appelle GTA Online. Et ils ont toujours été dans le principe de rajouter des choses à GTA Online sans souvent en enlever. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans le jeu vidéo, beaucoup de gens ont déjà enlevé du contenu. Ça arrive souvent dans les MMO pour des événements spéciaux. C'est-à-dire, à Noël, on fait un événement spécial. À la Saint-Valentin, on fait un événement spécial. Ce genre de choses. Et c'est des choses qui reviennent fréquemment dans le jeu, suivant les périodes. Mais généralement, quand on a créé du contenu, c'est-à-dire par exemple, on va prendre GTA qui se situe aux États-Unis, vous créez une petite ville ou une petite île, elle est là tout le temps et elle n'a pas été mise en place parce que c'est Noël ou ce genre de choses. Une fois que vous l'avez mise en place, vous la laissez. Ça fait partie du contenu du jeu et vous n'allez pas l'enlever. Et ben en fait, chez Take-Two, ils ont décidé qu'ils allaient changer cette manière de faire. Pour créer plus de vie dans le jeu, ils vont s'amuser à enlever et remettre du contenu. Pourquoi ça ? Parce que déjà, ils nous disent qu'en enlevant du contenu, ils se donnent plus de possibilités. C'est-à-dire que, par exemple, avant, imaginons, ils voulaient faire une île dans leur jeu. Ils avaient déjà fait une petite île. Faire une très grande île, bah, soit ils écrasaient la petite île, soit ça faisait 2 îles. Et ils avaient peut-être pas envie d'avoir 2 îles pour des questions complexes. Là, en enlevant la petite île à un moment, bah, ça fait qu'ils ont plus d'îles dans leur jeu, et d'un seul coup, s'ils veulent faire une grande île, ils peuvent le faire. Donc en fait, ils vont avoir des moyens d'ajouter, d'enlever du contenu. Ils nous expliquent aussi que ce contenu qu'ils auront développé, ça fait des choses à ajouter et à enlever continuellement. Donc en fait, la capacité qu'ils vont avoir à faire vivre le jeu va être beaucoup plus fort. Parce qu'au fil des années, ils vont avoir ajouté tellement de contenu qu'en fait, ils vont pouvoir jouer sur le contenu qu'ils ont déjà ajouté. Dire on enlève ça, on remet ça, ah bah avant on avait mis ça, c'était une petite île, maintenant c'est devenu une très grande île à cause d'une éruption volcanique, et on peut faire évoluer le jeu. Et c'est plus facile de le faire en ayant enlevé des bouts du jeu et en remettant des nouveaux, qu'en étant continuellement obligé de construire sur l'ancien. D'accord ? Donc ça c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, et ça vous montre toutes les nouveautés autour du jeu vidéo sur la construction des jeux vidéo qui ont un cycle de vie beaucoup plus long. Et ça, je vous explique que ce cycle de vie c'est très très intéressant, parce qu'avant GTA c'était un jeu qui se vendait plusieurs milliards, qui faisait plusieurs milliards de ventes, mais une fois tous les 3, 4, 5 ans. Et maintenant tous les ans GTA Online ça fait plus d'1 milliard de ventes. Donc ça veut dire que
la capacité de créer du business dans le temps, elle est beaucoup plus intéressante que la capacité d'aller vendre un taux plein des jeux une année. Mais c'est normal. Parce que, mettons, vous avez un Assassin's Creed qui sort tous les 3 ans. Si vous le vendez à 60 euros, d'accord, ça veut dire que Ubisoft va toucher en gros 40 balles. Entre 35 et 40 euros. D'accord? Imaginons maintenant que vous vendez toujours ce jeu, mais vous faites durer la licence dans le temps. Et au lieu d'avoir un nouveau Assassin's Creed tous les 3 ans, vous en avez un tous les 5 ans. Donc ça vous fait 2 ans de différence. Mais si les gens qui l'ont acheté, après, ils continuent à dépenser, mettons, 10 euros par an. Bah, en fait, la marge que vous avez créée sur en faisant travailler le jeu plus longtemps, elle est quasiment de 50% la marge que vous aurez eu avec le développement du jeu. Sauf que le développement d'un jeu de zéro, ça vous coûte beaucoup plus cher. Et en plus, ça vous laisse du temps pour faire des jeux qui sont de meilleure qualité. Donc en fait, vous êtes très gagnant à cette augmentation de la durée de vie des jeux. Et c'est vraiment le nouveau cycle. Avant, on essayait tout le temps, continuellement, de sortir des jeux chaque année. C'est la théorie un peu FIFA. Chaque année, on a un nouveau FIFA. Sauf que FIFA, ça s'y prête parce qu'en fait, vous avez tous les ans des changements de club. Et que le jeu, c'est toujours le même. Un jeu de foot, c'est un jeu de foot. On va optimiser le moteur graphique, ce genre de choses. Mais un jeu de foot, c'est toujours un jeu de foot. Par contre, quand vous êtes sur Assassin's Creed, ce genre de choses, ça vous demande de recréer complètement l'univers. Parce que si avant, on était en Égypte, bah, dans le prochain Assassin's Creed, on sera peut-être en Inde. Donc vous ne pouvez pas reprendre les graphismes d'avant, vous devez tout retravailler. Donc ça vous fait un coût qui est quand même pas le même. Donc ça c'est très très intéressant à comprendre. C'est l'élargissement du cycle de vie d'un jeu. D'accord? Et ça va de pair avec le côté gaming as a service. Parce que le gaming as a service, ça rémunère beaucoup votre temps que vous allez passer à jouer à un jeu. Et donc du coup le but est plus forcément de vendre en one shot et de faire en sorte que des gens achètent le jeu à la sortie à 60 balles, mais que des gens y jouent au jeu et qui dépensent dans le jeu. Donc tout l'univers du jeu vidéo et la manière de construire des jeux vidéo change. Et ça c'est très très important de le comprendre en tant qu'investisseur. La Chine dit stop à Tencent. Donc pour ceux qui me suivent, Tencent, j'en parle beaucoup. Donc Tencent, c'est un leader mondial des jeux vidéo, hein, c'est le numéro 1 mondial, et c'est aussi un leader chinois. Il faut dire que Tencent détient des parts dans 2 sociétés chinoises, Huya et Douyu, qui sont des sociétés qui ont des plateformes de streaming liées aux jeux vidéo, un peu comme Twitch si vous voulez. On va faire un résumé grossier, un peu comme Twitch, même si c'est pas tout à fait comme Twitch. L'idée de Tencent, ça a été de dire, ces 2 sociétés ensemble, elles font 80% du marché du streaming, donc on va les regrouper dans une seule entité, et du coup on aura quelque chose de beaucoup beaucoup plus fort. Le gouvernement chinois a dit à Tencent, c'est niet, d'accord? Mais ce qui est quand même intéressant, d'accord, c'est que beaucoup s'imaginaient que le gouvernement chinois allait dire à Tencent, non mais en fait vous détenez 2 acteurs qui à eux deux sont monopolistiques si on les met ensemble. Et vous avez une importance, vous êtes premier actionnaire quasiment dans les 2. Donc c'est vous qui décidez dans les 2. Donc en fait vous avez une capacité de collusion des décisions et de vous dire bah, telle société va prendre tel jeu, l'autre va prendre tel jeu, et puis on se partage entre bons amis. Et donc vous aviez des analystes chinois qui disaient il est fort probable que le régulateur dise à Tencent il va falloir choisir. Vous n'avez pas le droit de regrouper les 2 sociétés, mais en plus soit vous vendez Douyu, soit vous vendez Huya. Et c'était d'ailleurs ce que demandait un acteur comme TikTok, hein, avec sa maison mère. D'accord? Et en fait, le choix du gouvernement chinois est très très intéressant. Il a dit à Tencent, vous avez le droit de garder les 2 sociétés, mais vous n'avez pas le droit de les mettre ensemble. Et vous n'avez pas le droit de faire de collusion. Et ça c'est intéressant parce que ça vous montre le fait que quand même, le régulateur chinois, structurellement, il est quand même pas très agressif non plus. Il est plus agressif que le régulateur américain, mais il va pas jusqu'au bout de la réflexion. C'est-à-dire, s'ils allaient jusqu'au bout et qu'ils avaient une volonté de démantèlement, ils auraient dit à Tencent, faut choisir, soit vous gardez la société A, soit vous regardez la société B. Mais vous pouvez pas garder des parts dans les 2. Et là, en fait, ça laisse à Tencent la possibilité de se dire, bon, bah, si c'est Douyu qui gagne, je suis gagnant, et puis si c'est Huya qui gagne, je suis gagnant aussi. Donc pile, je gagne très vite, face, je gagne à plus long terme. C'est pas vraiment un mauvais deal. Enfin, pour des sociétés qui soi-disant se font taper sur la figure comme pas possible, on a vu pire quoi.
C'est un peu comme si vous êtes face à votre enfant. Pile, il a le droit au paquet de bonbons maintenant. Face, il a le droit au paquet de bonbons dans une semaine. Bon, c'est pas... Voilà, hein. C'est mieux tout de suite, hein, on est d'accord, on est tous contents de l'avoir tout de suite. Mais c'est pas non plus catastrophique si on l'a dans une semaine. Donc là, c'est la même chose. Alors après, forcément, on est sur le temps des boîtes, hein. Et je veux pas dire qu'il y a une boîte qui va prendre le lead dans une semaine. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Faut faire très attention parce que maintenant, dès qu'on fait un raccourci, les gens ils commencent à machiner sur le raccourci et ils perdent la tête. Donc c'est quand même très 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 intéressant au niveau de la technique du régulateur et au niveau de ce que le régulateur fait. Et c'est logique parce que ces sociétés, elles apportent quand même aussi des choses à l'État, c'est-à-dire c'est une projection de l'État. Les GAFA américains sont une projection de l'État américain, les BATX chinois sont une projection de la Chine. Et si en Europe un jour on a des grandes sociétés comme ça sera une projection de nous. Et donc du coup, si vous vous projetez à travers ces entreprises-là, vous n'avez aucune envie de les découper. Techniquement, LVMH, Kering et Richemont et les autres entreprises suisses, un groupe de 5-6 entreprises, c'est un oligopole du luxe. Est-ce que les Suisses et les Français, ils vont voir LVMH, Richemont et tout ça, et puis ils vont leur dire non mais attends, tu veux racheter telle personne, t'as pas le droit parce que là ça devient un oligopole un peu trop gros, on va s'arrêter. Bah non, parce que la puissance de ces groupes, c'est de projeter l'art de vivre à la Suisse et à la française dans le monde entier. Donc le but des États, c'est un peu de pousser ça et d'essayer de ramener la valeur dans leur pays. Donc il y a bien des moments où on va leur dire oui, bon, là t'abuses quand même, tu veux racheter toutes les tanneries de France, t'as pas le droit. Voilà. Mais en vrai, typiquement, quand Bernard Arnault il a fait son coup sur Hermès, allez voir, à l'époque, personne n'a dit qu'au niveau concurrentiel, il n'aurait pas le droit de racheter Hermès. Il y a des gens qui ont dit que peut-être l'Europe lui interdirait. Mais jamais en France, un politique a dit non mais vous vous rendez compte, Hermès plus LVMH, c'est pas possible. Alors que Hermès plus LVMH, ça fait 75% du luxe français. C'est un monopole. Donc, l'idée qu'on est obligé et qu'on a une volonté de détruire les monopoles, elle est fausse. Pourquoi ? Parce qu'avant, généralement, les monopoles, ils étaient toujours dans un pays. Le pays qui était leader. Donc en fait, le pays qui était leader, il avait très peu de concurrence à l'international, donc il pouvait découper ses monopoles pour favoriser son économie. Maintenant, en fait, chaque pays a ses monopoles. Et en fait, vous avez, si vous découpez les vôtres, vous leur faire perdre de la puissance par rapport aux autres. Et vous n'avez pas envie de faire ça. Donc c'est toujours un peu, il faut comprendre, le principe des monopoles, des GAFA, ce genre de choses, c'est la carotte et le bâton. Mais vous n'avez aucune envie des Chinois de détruire l'âne et de le taper au point de le faire mourir. Ils vont le taper une fois de temps en temps, et puis après ils vont agiter la carotte. Alors entre deux, le marché il se fait peur. Parce que le marché il aime bien les histoires, parce que les gens ils s'imaginent toujours que du jour au lendemain ils vont tout perdre. Ça c'est ce que ça fait rêver beaucoup de monde. Mais du jour au lendemain, les Chinois vont pas dire à Tencent, vous avez plus le droit de rien faire, et puis tout votre cash il va dans les impôts en Chine. C'est pas possible. Il faut avoir une... voilà. Donc c'était intéressant comme news, parce que ça vous montre le côté un peu pondéré du régulateur, et le fait que le régulateur il est obligé de ménager les choses. D'accord ? Et vous avez la même chose sur Amazon. Vous prenez Amazon. Moi, je me souviens, il y a quelques années, on m'a dit Amazon, c'est trop gros, ça sera coupé. Parce que ça prenait de la part de marché dans le commerce. Moi, j'ai dit, vous vous rendez compte, Amazon, c'est quelques pourcents du marché du commerce mondial. Et en plus, dans quelques années, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les retailers vont perdre de la part de marché au profit du online. Mais en fait, c'est pas Amazon qui va capter la majorité de cette part de marché, mais c'est des spécialistes. Donc des gens comme Mano à Mano, comme LDLC. Et ce qu'on voit, c'est ça. C'est que dans la plupart des pays, des gens qui sont très spécialistes, qui ont des marketplaces très spécialisés, ils prennent de la part de marché Amazon. Amazon continue à croître parce que le marché de l'e-commerce croît, mais en part de marché, ils perdent de la part de marché. Donc au niveau concurrentiel, c'est difficile d'aller dire que Amazon devient un monopole. Parce que dans les cas, si on calcule les parts de marché, si vous faites des travaux d'économistes, vous allez voir que c'est pas vrai. C'est plus vrai dans la partie serveur. Mais même dans la partie serveur, Amazon était plus monopolistique il y a 10 ans dans la partie serveur que maintenant. Pourtant, le business, il a fait x20.
Mais c'est parce qu'à côté de ça, Microsoft et d'autres acteurs ont fait plus que x20. Donc ils ont grappillé de la part de marché. Donc ça, c'est des choses à comprendre. C'est des mécanismes à comprendre qui sont assez importants. Et ça vous montre pourquoi aller aller découper les GAFA, c'est pas si simple. Et on peut le dire à la télé, voilà, c'est comme on peut être politique et dire à la télé, il faut que tous les Français gagnent 3000 euros. Oui, ça serait très bien que tous les Français gagnent 3000 euros. Mais c'est pas possible comme ça et ça se fait pas d'un claquement de dents. On décide pas parce qu'on est politique comme ça. Et bah là, c'est pareil. Ça serait peut-être bien qu'il y ait plus de concurrence au niveau mondial sur Internet et même dans d'autres secteurs comme le luxe, ce genre de choses. Mais ça se décide pas comme ça. Après, que nous disent les datas du streaming? Donc là, vous voyez, vous avez les datas du streaming. Donc les heures regardées sur Twitch ont monté de 31% en année sur année. Donc ça veut dire quand même que par rapport au Q2 de 2020 qui était plein Covid, où vous aviez en Europe beaucoup de gens qui étaient voilà, chez eux et tout, bah il y a quand même de plus en plus de monde qui passe par Twitch. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant pour Amazon et pour Twitch, hein. C'est vraiment une très très bonne métrique. La métrique est très bonne parce que c'est aussi des heures vues qui sont en hausse de 4% par rapport au Q1 2021. D'accord. Et au Q1 2021, il y avait eu beaucoup de gros tournois sur League of Legends, sur ce genre de choses. Il y en avait eu un peu moins, il y en a un peu moins au Q2. Donc c'est vraiment, il y avait une traction aussi de l'e-sport qui était plus importante au Q1 qu'au Q2. Donc le fait d'être toujours plus haut, ça vous montre vraiment cette vision qu'il y a et cette utilisation de plus en plus fréquente de la plateforme Twitch et de ce genre de choses. Sur Facebook Gaming, c'est la même chose. Vous avez une hausse de 24% entre le Q2 de 2021 et le Q2 de 2020. Ce qu'on voit aussi, c'est quand même les choses ont aucune proportion. En heure regardée au Q2, vous êtes à 1,2 milliard sur Facebook, et encore, il s'arrange beaucoup parce que dès que vous passez sur une vidéo dans votre fil, il vous compte. Donc c'est quand même un peu différent de Twitch. Alors que sur Twitch, on est à 6,2 milliards d'heures. Donc vous êtes quasiment à 5 fois ce qu'il y a sur Facebook. Donc c'est vraiment très très important. Et vous avez une meilleure croissance sur Twitch que sur Facebook. Donc ça vous montre vraiment cette prime au leader qu'il y a. Et ça, vous la voyez dans toutes les activités de la tech, hein. Dès que vous avez quelqu'un qui a atteint une criticité dans son marché, généralement, il devient de plus en plus leader. Au niveau de ce qui est le plus regardé, bah, ce que vous voyez, c'est que World of Warcraft avec son extension est très fortement reparti à la hausse, plus 56%, que Dota 2 est bien repassé à la hausse, mais il y a eu des gros tournois, plus 29%, et après tout le reste est en baisse. Si vous suiviez le tableau, hein, la dernière fois qu'on a publié ce tableau-là, ce qu'on avait, c'était par exemple Resident Evil, qui avait fait un très très bon démarrage. Et Resident Evil, je vous avais dit, ça nous confirme que vraiment le jeu s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires et que Capcom a fait un très bon démarrage. Bon bah vous voyez que il y a eu un très bon démarrage, c'est un très bon jeu, ça va très bien se vendre, mais c'est pas non plus quelque chose de colossal parce qu'il y est déjà plus, vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est un jeu qui par exemple serait nouveau et qui resterait un certain temps dans le top 10. Ça serait vraiment un game changer pour quelqu'un qui est qui est dans le top 10. Ce que vous voyez, c'est aussi par exemple que Fortnite, en nombre d'heures regardées, ça perd beaucoup plus que les autres. Et donc vous voyez quand même que le cycle de vie de Fortnite, il s'essouffle un petit peu avec le temps, hein. Et là où pendant très longtemps Fortnite a été devant Minecraft, vous voyez que Minecraft maintenant repasse un peu devant Fortnite. Alors il se tire la bourre, ce genre de choses. Sur les jeux du top, c'est toujours la même chose, hein. Grand Theft Auto, League of Legends et Call of Duty. Just Chatting, c'est on parle avec les gens, donc c'est ce que je fais avec vous. Donc ça, c'est une catégorie qui a assez peu d'importance parce qu'elle nous apporte peu de choses sur le jeu vidéo. Valorant, c'est toujours très haut. Donc vous êtes quand même intéressé, c'est quand même intéressant parce que Riot Games, hein, donc qui est propriété de Tencent, ils ont quand même réussi à mettre deux jeux dans le top 10. Ce que quasiment personne d'autre ne fait. Voilà, à part Valve avec Dota 2 et Counter-Strike. Et Activision, si vous voulez, avec Call of Duty et World of Warcraft. Mais Activision, c'est des rachats et c'est des jeux bien différents. Alors que Riot Games, c'est des jeux récents, surtout Valorant. Alors que bah, Activision, c'est des vieux jeux et Valve, c'est des très vieux jeux aussi. Donc au niveau des IP nouvelles qui sont restées très longtemps dans le top, bah, à part Valorant
et Fortnite qui ont moins de bon, Fortnite, ouais, moins de 5 ans, je pense, un peu plus ou légèrement plus de 5 ans. Le reste, c'est toutes des IP qui sont plus vieilles que 10 ans. Donc ça vous montre aussi la force de certaines IP qui sont là depuis des dizaines d'années. Et du coup, ça vous fait dire aussi que tous ceux qui vous disent bah, le jeu vidéo, voilà, vous sortez un jeu vidéo, ça dure 3 ans, ça vous rapporte de l'argent, puis après ça vous rapporte plus rien, c'est de moins en moins vrai. Et maintenant, on est de plus en plus dans le cycle qui va durer un certain temps. Au niveau du M&A aussi, donc des fusions-acquisitions, ce qui s'est passé au premier trimestre de 2021, c'est qu'on a fait plus que tout 2020. C'est de l'ordre de 1,9 fois ce qu'on a fait en 2020. Donc ça vous montre quand même l'appétit des investisseurs pour ça. Donc vous voyez qu'au niveau du M&A, vous avez beaucoup de choses. Vous avez des IPO, vous avez des SPAC, vous avez du financement public et vous avez beaucoup de fusions-acquisitions. Hein, parce que là, on est à 23 milliards de fusions-acquisitions en OS1. Hein, d'accord. Donc vous voyez qu'au niveau des deals, vous avez quand même 51 fusions-acquisitions qui ont été lancées. Vous avez un peu de SPAC, très légèrement. Voilà. Donc ça vous montre quand même l'agressivité des acteurs et le besoin de se consolider. Et ça, c'est normal, comme je vous l'ai dit. De toute façon, plus on va tendre vers ce cycle de faire vivre les jeux vidéo longtemps, d'être dans le gaming as a service, plus on a besoin de consolider les acteurs du secteur et plus les petits acteurs qui vivaient quand ils sortaient un jeu de temps en temps et qu'ils facturaient 60 euros et qu'ils arrivaient à en vendre 100 000, 200 000, 300 000, ces gens-là, ils peuvent plus vivre à très long terme. Ils sont obligés de se regrouper avec d'autres personnes. Sinon, en fait, à 10-15 ans, c'est des gens qui vont mourir. Donc forcément, ça fait du deal flow. Et pour les autres acteurs, bah forcément, sur le deal, il faut forcément aller chercher sur des choses très très intéressantes. Vous voyez aussi qu'il y a pas mal de deals sur le mobile. Voilà, vous avez pas mal de deals sur le hardware, sur les exportations, ce genre de choses. Donc Atari, c'est un titre que vous êtes beaucoup à avoir posé des questions dessus. Voilà, ce genre de choses. Donc on va en parler un peu parce que le groupe a fait un changement de stratégie assez important. Donc vous savez, bon, pour ceux qui m'ont déjà posé la question en privé à l'époque où j'étais pas encore chez Agora, je vous ai dit quand même que j'avais un peu des doutes sur Chesney parce que ça fait très longtemps qu'il est là, puis il a plombé Cybergun avant, ce genre de choses. Donc moi j'évite toujours les DG qui ont un peu comme ça un passé rock'n'roll, même si on peut se planter et réussir une deuxième fois, il faut toujours donner le bénéfice du doute. Mais quand on s'est planté, qu'on n'a pas perdu sa chemise, mais que ses actionnaires ont perdu sa chemise, moi ça me pose toujours un peu un petit souci. Donc voilà. Donc déjà, au niveau d'Atari, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même un énorme parc de licences. Alors je choisis de pas toutes les citer, d'accord, il y a 200 licences. J'ai été un peu voir tout ce qu'il y avait dans le rapport annuel d'Atari. Après, il y a quand même des choses légères. C'est-à-dire qu'à part Missile Command, Astéroïde ou Centipede, qui effectivement sont des licences assez fortes, qui ont une capacité de créer des jeux premium. Après, vous avez bien Pac-Man, ce genre de choses, mais bah, Pong, ce genre de choses, mais ça reste quand même des. Enfin, Pong, une licence premium autour de Pong, enfin, je sais pas. Après, on peut toujours faire un jeu de guerre et l'appeler Pong et dire que c'est une licence premium, mais à part en faire un jeu de tennis, voilà, je vous dirais que il y a quand même beaucoup des licences d'Atari, quasiment les trois quarts, c'est des licences qui ont été créées pour des anciennes consoles et qu'on les vitaliser sur des nouvelles consoles, à part faire des systèmes de remaster et des jeux un peu old school pour plaire à un certain public, c'est pas ouf. Il y a quand même beaucoup de licences aussi qui sont des licences intéressantes à long terme qui ont été vendues. Test Drive Unlimited a été vendu à Nacon, qui a d'ailleurs annoncé le prochain Test Drive et qui a fait une très bonne affaire en achetant ça. Alone in the Dark a été vendu à Embracer Group. Et d'ailleurs, Alone in the Dark, pendant longtemps, Atari nous a dit ça valait excessivement cher, plusieurs millions comme licence, et finalement ils l'ont vendu 300 000 euros à, je crois, hein, de mémoire, entre 300 et 600 000 euros, quelque chose comme ça, à Embracer. Donc c'est pas non plus, voilà, monétiser une licence c'est toujours difficile.
C'est pas quelque chose de simple. Donc il y a un parc de licences qui est important, mais un parc de licences qui se prête à des jeux premium. Vous avez bien Roller Coaster Tycoon, ce genre de choses, avec des jeux de gestion. Mais c'est quand même un peu limité, d'accord? Mais voilà. Au niveau de ce qui se passe, d'accord? C'était quand même prévisible. C'est-à-dire, si vous lisiez un peu ce que vous racontez la société, il y avait une prévisibilité. C'est-à-dire que là, ils ont publié, je crois, début juillet, comme quoi ils allaient changer, d'accord? Et qu'ils allaient passer une provision pour passer sur des jeux plus premium. Début juillet, du coup. Euh, En mai, non, janvier, février, mars, avril. En avril, fin avril, Boursier publiait un commentaire avec le nouveau PDG et vous aviez déjà l'explication. Hein. D'accord? Atari continue à exploiter et à développer ses jeux mobiles free-to-play à succès. En complément, nous réorientons notre stratégie de développement autour de la modernisation des propriétés intellectuelles classiques d'Atari et du développement de nouveaux jeux premium pour consoles et PC. Ces titres seront un véritable lien entre nos passés et notre présent et en proposant des expériences accessibles, divertissantes et collaboratives. Donc déjà, il y avait déjà avant une explication qui vous expliquait ce qui allait arriver. Donc déjà quand on commence à vous dire qu'on va faire un pivot sur le jeu premium ça coûte très très cher. D'accord? Donc il va falloir rentrer des ronds, il va falloir faire des choses, ou il va falloir faire des partenariats, ce genre de choses. Déjà ça à l'époque c'était pas oufissime. Ça vous indiquait déjà quelque chose qui peut devenir problématique. Hein. D'accord? Donc ils vous ont pas pris en traître, hein, d'accord? Après, vous avez aussi autre chose, moi, qui m'a toujours stupéfié, et chez beaucoup d'analystes, c'est le cas, c'est la valeur donnée à l'Atari Token. D'accord? Donc le principal actif du groupe en valeur est désormais l'Atari Token, valorisé 130 millions d'euros environ. C'est le modèle d'Atari qui se trouve changé, machin, truc bidule. Ok? Je vais pas vous lire la réponse, hein, c'était dans la même interview, vous la retrouverez comment ça s'appelle sur Bourse Direct, pardon. Mais ça montre une mauvaise compréhension. C'est-à-dire la market cap de l'Atari Token, c'était ça. Mais Atari ne détient pas 100% des tokens de l'Atari Token. Ces tokens, ils ont été vendus en grande partie. Et donc, en fait, ils appartiennent aux gens qui détiennent les Atari Tokens. Mais ils appartiennent pas du tout à Atari. C'est comme si dire Atari a mis sur le marché 50 millions d'actions et elle détient ses actions. Non, elle détient pas ses actions. Elle détient pas du tout ses actions. C'est les gens qui ont acheté les actions qui détiennent ces actions. Bah, là déjà c'est la même chose. Et dans les tokens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. C'est-à-dire que la quantité de tokens qu'Atari détient encore de l'Atari Token et qui n'ont pas été vendus, elle est très limitée. Et en plus, d'après ce que Atari s'est obligé à faire, une partie de ces tokens-là, ils n'appartiennent pas à Atari. Ils appartiennent au fonds de développement de l'Atari Token, qui doit être donc lancé et utilisé pour développer l'Atari Token. Donc ils ne peuvent pas l'utiliser pour rémunérer des actionnaires ou ce genre de choses. Ils ne peuvent pas en faire n'importe quoi. Et pour ça, il faut le comprendre. Alors pour le comprendre, c'est assez simple. On va dans le white paper de l'Atari Token, d'accord? Et vous voyez bien, d'accord? Founder Strategy Basket, 25% de la supply du token. Sachant que là-dedans, il y a une partie qui a déjà été vendue. Ecosystem Developer Fund, 20%. Ça n'appartient pas du tout aux actionnaires d'Atari. C'est pour développer l'écosystème d'Atari. Private sale et bonus, public sale, et ils vous expliquent to be allocated, 30%, d'accord? Donc ça veut dire que au maximum, d'accord, au maximum, Atari a détenu aux alentours de 60% de son token. Mais en vrai c'est pas tout à fait vrai. Parce que dans To Be Allocated, ils font pas ce qu'ils veulent. D'accord? Il y a quand même des limites. Et dans leur Founder Strategic Basket, il y a Atari, mais il y a des partenaires d'Atari aussi.
Donc il n'y a pas que Atari. Donc déjà, il faut bien comprendre que la valorisation du coin d'Atari, c'est pas juste vous prenez la market cap d'Atari, puis c'est la valeur, enfin la market cap du coin, et puis c'est ce que Atari détient. Non, non, non. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait cette erreur-là. Donc déjà, même au top de l'Atari token, la valorisation de ces tokens-là dans le business d'Atari, il n'était pas si fort que ça. Ça vaut plusieurs dizaines de millions d'euros, mais c'était pas non plus aussi fort que ça. Puis après, vous avez un autre problème, vous avez la capacité à vendre. C'est-à-dire que même, disons, vous trouvez que ça vaut cher, Atari décide que il va liquider son token. Trouver quelqu'un qui va racheter vos plusieurs dizaines de millions d'Atari tokens alors que c'est vous qui portez le projet et que vous voulez vous désengager, ça va pas être simple. Et c'est un marché sur lequel vous avez quelques centaines de milliers d'euros échangés chaque jour, des fois un peu plus d'1,1 million. Donc c'est pas non plus... Enfin vous allez avoir du mal à le balancer sur le marché sans faire s'effondrer le prix du token. Donc la valorisation du projet, elle est quand même... voilà. Autre chose qui est très intéressant, on reprend le white paper du token. Et du coup, ce qu'on voyait qui était intéressant, d'accord, c'était les avantages de la compagnie Gaming with the Atari Casino. Donc une grosse partie du business plan de l'Atari Token était liée à des jeux de casino. Et donc on vous explique que Atari va sortir de ces jeux de casino. Donc ça veut dire que techniquement, une partie du business plan du token est plus bon. Donc il faut discounter le token. Donc quand vous avez des gens qui vous disent bah ouais, mais il reste la valeur du token d'Atari et cette valeur c'est X. Il faut vous dire que la capacité de vendre ce token là elle est quand même limitée de la société. Et il y a des choses qui sont limitées. Donc il faut comprendre un peu toute la société. Après, le nouveau management, moi je pense qu'il met les pieds dans le plat, il veut construire un groupe et il vient racheter des licences et il va mettre de l'argent. La question c'est la stratégie qu'il va déployer. Je suis plus à même de comprendre la stratégie d'un FCLP chez Focus Home ou chez Nacon ou chez d'autres que chez Atari. Parce que là, vous subissez la stratégie d'un actionnaire américain dont on ne connaît pas beaucoup de choses encore. On ne sait pas du tout les jeux premium qu'il veut faire, la manière dont il va les faire. Chez Atari, vous avez plus tant de développeurs que ça, donc il va falloir recruter des développeurs. Comme je vous ai déjà expliqué, on ne s'improvise pas créateur de jeux vidéo. C'est pas parce qu'on aime les jeux vidéo qu'on va devenir un bon créateur de jeux vidéo. C'est pas parce qu'on est fan de jeux vidéo et qu'on va mettre 10 millions d'euros qu'on va faire un studio qui va performer. Hein. C'est plus compliqué que ça. Et les échecs de Google et d'Amazon vous montrent que c'est pas qu'une question d'argent, c'est vraiment une question de compétences. Et c'est compliqué d'aller acquérir ces compétences-là. Donc voilà, sur Atari, c'est ce qu'on pouvait dire. Donc déjà, quand j'ai entendu sur les forums ou ailleurs, des gens qui disent ils nous avaient pas prévenus, les salauds, ils font ça dans notre dos, ce genre de choses, c'est pas vrai. L'actionnaire américain, il avait plutôt été très respectueux du minoritaire. Il a bien prévenu en avance du changement stratégique de la société. Après, ils vous communiquent un jour qu'ils sont obligés de passer 5 millions de provisions. Mais ça, entre guillemets, ils peuvent difficilement vous prévenir. Ça tombe forcément un jour. C'est-à-dire les prévisions, c'est soit on les passe, soit on les passe pas. S'ils commencent à vous dire on va peut-être passer des provisions, c'est le pire truc qu'ils puissent avoir parce que vous allez vous demander combien de provisions ils vont passer, donc ça crée de l'incertitude. Donc il faut bien qu'un jour ils vous disent la provision ça sera 5 millions. Mais entre guillemets, ils vous ont donné des indices qu'il y avait ce changement de stratégie. C'est pas juste l'actionnaire américain est arrivé et puis du jour au lendemain il a décidé je publie un communiqué et je fais mon truc. Donc ça déjà, ça veut dire que l'actionnaire américain il est un minimum respectueux des actionnaires et qu'il essaye d'expliquer sa stratégie de long terme. Donc c'est quand même une bonne chose. Même si je trouve que Atari c'est trop cher, ce genre de choses, ça c'est encore autre chose. Mais au niveau du management, je préfère le management actuel d'Atari au management passé. Même si j'aimerais bien qu'il vire Chesney une bonne fois pour toutes, comme ça, au niveau du management, dans ma carte, ça sera plus vert. Et il n'y aura pas un gros point rouge. Mais donc voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça vous montre aussi le besoin que vous avez d'aller lire toutes les ITW. Parce que des fois, il y a des tout petits trucs, des toutes petites phrases, des négations, des choses comme ça qui peuvent vous en dire long sur ce qui va se passer à 2-3 mois. Et ça, c'est intéressant pour nos investisseurs. WitcherCon, les annonces de CD Projekt Red.
Donc ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a vu pour la première fois sur Twitch ce qu'on appelle la WitcherCon, qui a été fait en partenariat avec CD Projekt Red, qui édite le jeu vidéo The Witcher, et Netflix, qui édite la série The Witcher. Et donc là, c'est très très intéressant, ça vous montre la puissance d'une licence, c'est-à-dire la licence est tellement forte qu'on a été lui créer une conférence dédiée. Et ça existe que très rarement. Vous avez ça pour Star Wars, vous avez ça pour certaines licences très geeks, mais c'était jamais arrivé pour une licence de jeu vidéo. Ce qui est très très intéressant, c'est que déjà, bon, ils ont teasé le lancement de la future saison donc en décembre. Va y avoir une extension sur le jeu en décembre qui est liée à cette saison, donc ça va pousser les ventes du jeu The Witcher, donc c'est intéressant. C'est ce que je vous explique dans cet mécanisme, que les ventes du nouveau jeu The Witcher vont pousser les gens à aller s'abonner à Netflix pour regarder la série, et vice versa, les gens qui vont regarder la série vont être poussés à jouer sur le jeu. Et du coup, il y a un mécanisme qui s'auto-entretient qui est très très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lors du live, ils nous ont montré énormément de nouveautés. Des figurines, des artworks graphiques, donc des tableaux, ce genre de choses. Enfin, vraiment beaucoup de contenu additionnel et beaucoup de goodies. Et ça vous montre encore une fois la vision d'une société d'essayer d'élargir sa licence et de pousser sa licence et de pousser les gens à acheter tout, des figurines, des machins, des trucs, et à créer de plus en plus de valeur. Et donc c'est très très intéressant parce que c'est la première fois que Netflix fait ça avec quelqu'un. Et d'après ce qu'on lit aux États-Unis et les retours de certains analystes et de certaines personnes qui connaissent assez bien Netflix aux États-Unis, le but de Netflix, ça serait de recommencer pour avoir un renouvellement de ce genre de choses et faire des conférences plus fréquemment. Donc ils ont besoin d'avoir d'autres licences pour créer un effet d'entraînement comme ça. Et ça va avec le nouveau lancement du Netflix Shop, qui essaye de monétiser les séries à travers la vente d'objets collector ou d'objets liés aux séries. Et ça vous montre cette vision qu'ont de plus en plus d'acteurs dans l'espace culturel du jeu vidéo ou de la série, d'aller étendre à d'autres business, exactement comme l'a fait Disney. Sauf qu'avant, Disney était quasiment le seul à faire, et il y avait un peu Universal qui faisait ça, puis les autres ils faisaient ça un peu en disant bon bah je donne la licence à telle personne, je donne la licence à telle personne, mais sans avoir une vraie vision, avec quelque chose de bien pensé et tout. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils se développent une vision de ces licences avec vraiment quelque chose de bien pensé, avec des gens qui sont responsables de ça, et ça c'est nouveau. Et on le voit de plus en plus dans le jeu vidéo, comme on l'a vu avec Ubisoft sur Assassin's Creed et sur The Division. Parlons de gaming, d'accord. Donc Roblox a signé avec Sony Music pour permettre aux joueurs d'utiliser les musiques de la Major Nippon. Donc ça, c'était un petit souci pour Roblox qui était attaqué par Sony Music parce que certains joueurs utilisaient des morceaux de Sony Music dans le jeu, et donc ils ont préféré signer un deal pour l'utilisation des musiques. Ça, c'est intéressant aussi pour les majors. Ça vous montre que les majors maintenant, elles ont une capacité de monétiser leur contenu sur d'autres choses. C'est-à-dire, la musique fait partie de la création d'un jeu vidéo ou de quelque chose comme ça, donc vous allez le monétiser. Là où avant vous alliez le monétiser, par exemple, vous tourniez un James Bond et puis vous vouliez la musique de telle personne et vous alliez discuter avec Sony pour mettre la musique de tel artiste dans James Bond. Maintenant, vous avez de plus en plus de choses qui sont automatiques. C'est-à-dire, Sony va signer automatiquement avec Roblox, Roblox va créer une API, les gens vont pouvoir choisir la musique, et dès qu'ils vont écouter la musique dans le jeu ou l'utiliser pour quelque chose, Roblox va donner quelques centimes à Sony qui va rémunérer lui-même les artistes. Et du coup, vous voyez qu'il y a tout un système qui se crée qui, au fur et à mesure, fait beaucoup d'argent. Pokémon Go qui a rapporté 5 milliards de dollars depuis sa sortie, ça on l'a déjà dit tout à l'heure. Une nouveauté très intéressante aussi chez Tencent, qui utilise l'IA pour empêcher les enfants de jouer au-delà de 22 heures. Donc en fait maintenant, quand vous jouez sur mobile, sur Tencent, ils vous demandent de scanner votre visage une fois de temps en temps, et s'ils jugent que vous êtes trop jeune et tout, ils vous empêchent de jouer au-delà de 22 heures. Et c'est une demande du régulateur. Et là, encore une fois, ça vous montre la même chose que tout à l'heure. C'est Tencent a accepté cette demande du régulateur, a mis en place. Et vous pouvez, en tant que régulateur, avoir une interface de contrôle optimale quand vous avez quelqu'un qui gère tout votre marché et qu'il a la capacité de mettre en place ce genre de technologie très coûteuse. Mais si vous avez un marché où vous avez des dizaines d'acteurs qui détiennent 5, 3, 4% du marché,
bah, aucun de ces acteurs a la possibilité de mettre beaucoup d'argent pour développer rapidement ces outils. Donc soit vous les développez en interne au niveau du gouvernement et vous les donnez aux entreprises qui sont obligées de les utiliser, soit bah, vous pouvez pas les avoir. Et entre guillemets, les développer en interne au niveau du gouvernement, c'est beaucoup plus difficile que de les faire développer à une entreprise privée. C'est vraiment beaucoup plus difficile. Vous avez Google qui est attaqué par 36 États US pour anti-concurrence sur le Play Store, donc la même chose que ce qui est arrivé à Apple. Et vous avez Apple qui a perdu une première manche sur les frais de l'App Store en Australie versus Epic Games, mais qui a fait déjà appel. Voilà. Donc, sinon, jeudi prochain, on continue dans les conférences Covid. Donc jeudi prochain à 15h, on fera la partie gratuite sur Twitch et sur YouTube, je pense, ou que sur YouTube, on verra. Ce sera 15h, on parlera du variant Delta, j'en ai déjà parlé la dernière fois, on remettra à jour les données, qu'est-ce qu'il faut vérifier sur le variant Delta, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui n'est pas dangereux, et après il y aura encore un autre live, je crois que c'est le vendredi pour les abonnés, mais vous aurez ça en détail en mail, et Dern vous enverra tout ça. Donc celle de jeudi 15h c'est la gratuite et celle de vendredi c'est celle qui sera réservée aux abonnés. Donc maintenant je vais aller voir. Si vous voulez vous abonner comme d'habitude il y a le bouton en bas. Hein. On va passer là-dessus. Hein. Et maintenant je vais passer aux questions, voir un peu qu'est-ce qu'il y a eu comme question depuis le début du live. Bonsoir Arthur, grosse claque pour Focus aujourd'hui, comment expliquer ce genre de saute d'humeur sans aucune annonce? Il n'y a pas de volume en été. Voilà. Fondamentalement, le marché des smalls européens a très peu de volume en été, donc il suffit d'avoir quelques acteurs qui pensent qu'il y a un gap à aller chercher ou ce genre de choses, et ça peut décaler très fortement. Mais ça peut repartir excessivement fort dans l'autre sens aussi. Donc pour moi, ça veut rien dire. FCLP, ils ont acheté jusqu'à 65€, ils sont majoritaires. Les fonds, ils ont acheté plus cher que 65€. Donc je pense quand même que ces gens-là sont pas tous des débiles. Voilà, le moment de marché, il n'est pas ultra propice en ce moment parce que les valeurs du jeu vidéo, elles ont un peu descendu. Il y a des fonds short qui sont short sur les valeurs du jeu vidéo en disant qu'il y a eu une exubérance sur le secteur. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Bon, je vous dirais que tout ça, pour moi, c'est des choses à court terme. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le long terme. Et donc, quand j'achète du Focus, je l'achète pour le tenir 5 ans, 6 ans, ce genre de choses. Donc, voilà, les problèmes de l'été, voilà. Est-ce que l'objectif d'avoir un portail à contenu, c'est d'augmenter la rétention pour arriver à des niveaux similaires aux champions type WoW? Alors en fait, dans le jeu vidéo, t'as pas beaucoup de portails à contenu. Enfin, t'as Steam, ce genre de choses qui sont des portails, l'Epic Store, mais t'en as pas tant que ça. Après, le but d'un jeu vidéo et d'amener du contenu dans un jeu vidéo, oui, c'est de tenir la rétention. Et même si tu gagnes moins d'argent en année 1, le fait d'avoir cette rétention sur plusieurs années va faire que ton revenu par utilisateur va être plus élevé que si tu vendais le jeu en one shot comme tu faisais avant en fait, et que tu le monétisais qu'une fois. C'est ça un peu que viennent chercher les acteurs du gaming. Hein. Enfin, l'Europe avec Alstom, ouais, Alstom c'est un peu différent. Les trois opérateurs téléphoniques français maintenaient des prix élevés avant l'arrivée de Free. Le monopole, c'est pas toujours la solution. Ah, je dis pas que c'est toujours la solution. Et pour le consommateur, c'est sûrement pas la solution. Après, vous avez des risques au monopole, mais vous avez des avantages. Donc tous ceux qui vous disent les Américains ils vont détruire leur monopole, les Chinois ils vont détruire leur monopole, faut quand même voir les avantages du monopole aussi. Hein. Et je pense qu'on, bon, j'en ai pas mal discuté. Pour Alstom, ouais, bon ça on va passer sur Alstom. Oui, l'antitrust a refusé. J'ai fait un raccourci. Ok. Tant qu'on jouera avec des règles que personne ailleurs dans le monde ne respecte, on aura toujours un train de retard. Hein. Ouais, oui, bah ça c'est vrai. Merci beaucoup pour la vidéo du jour sur Prosus, très qualitative. Et ben, je te remercie. Du coup, c'est toutes les questions qu'il y a pour ce soir. Est-ce qu'on a fini? Je vous laisse un peu de temps pour les questions. Ah oui, aussi, on a eu l'annonce de la sortie de FIFA 22, hein, d'accord, qui sortira en octobre. Bon, comme à peu près tous les ans, voilà. Enfin, même si l'année dernière c'est un peu sorti en décalé,
C'est une sortie qui est intéressante à regarder parce que c'est un jeu quand même qui se vend beaucoup en boîte, encore, hein, de façon assez forte. Et c'est une des grosses ventes de Inelec, pour ceux qui connaissent l'acteur français. Donc c'est intéressant de regarder ça, parce que du coup ça vous permet, généralement Inelec paye en avance à EA les boîtes de jeux qu'elle va vendre à Carrefour et ce genre d'acteurs. Et du coup ça vous permet d'un peu mieux comprendre le BFR d'Inelec. Voilà, avec les dates. Mais c'est pas non plus... voilà, hein. La balance cash d'Embracer pour M1. Oh, de tête? J'en sais rien. De tête comme ça, je peux pas te répondre à Joyce. Il faudrait le calculer, hein. Mais il reste du cash chez Embracer pour faire du MA, hein. Mais je pense que la vision du marché que le MA est fini dans le jeu vidéo, à mon avis, elle est mauvaise. Sony il commence à peine à racheter des studios ces 3 dernières semaines, et on en a parlé sur les 3 derniers oscillos où ils ont fait des rachats. Microsoft, à mon avis, ils sont encore là. Voilà, vous êtes quand même sur des acteurs. C'est pas une, si vous voulez, c'est pas une spéculation d'acteurs financiers qui arrivent, qui font des LBO colossaux en se disant, bah, il y aura toujours quelqu'un pour me racheter encore plus cher que la veille. Il y a vraiment derrière, il y a des gros acteurs avec des gros moyens qui ont vraiment une création de valeur, hein. Tu as parlé brièvement du nouvel opus de Nacon avec Test Drive. Quel est ton avis là-dessus? C'est un très gros jeu pour Nacon. Après, on n'a pas vu grand-chose. Alors, j'ai fait le choix de ne pas parler du Nacon Talk, hein. J'en ai parlé un peu avec Value, avec d'autres personnes. J'ai fait le choix de ne pas en parler là, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ils nous ont annoncé beaucoup de choses. Des bonnes choses, des moins bonnes choses. Il y a des jeux quand même qui font un peu peur au niveau graphique. Après, ils arriveront peut-être à se vendre. Les séries un peu imaginées de Léa Passion, avec gestion de ton train, gestion de ton attel, gestion de ton spa, ce genre de choses. Graphiquement, c'était quand même vraiment pauvre, ce genre de choses. Après, il y a des choses très intéressantes autour de Test Drive, de Robocop. On voit quand même qu'il y a une vision chez Nacon de volonté de passer un cap. Après, est-ce qu'ils arriveront à le passer ou pas? Je suis pas à même de vous le dire. C'est quelque chose de très... Sans être dans la boîte au jour le jour, de voir les problèmes de développement et tout, c'est assez compliqué. C'est pour ça que c'est une boîte que j'ai pas en portefeuille. Parce que c'est une boîte, je suis pas capable de dire est-ce qu'ils vont réussir à passer la marche ou pas. Et je préfère me dire, je vais l'acheter à 10 € une fois qu'ils auront passé la marche et qu'ils vont commencer à déployer une stratégie et que je serai sûr qu'ils ont passé la marche, qu'ils ont des développeurs de qualité et qu'ils vont pas nous faire une Amazon. Plutôt que de me dire ils ont voulu se voir tailler comme le bœuf et puis ils vont exploser en plein vol. Voilà, voilà. Donc il n'y a pas d'autres questions? Je vous laisse encore 3 minutes, le temps jusqu'à 19 h. Le temps de poser les questions si vous avez des questions. On n'hésite pas. J'ai répondu à quelques questions par mail aussi qu'on m'avait posé la semaine dernière. Donc si vous faites partie des 0 élus, je vous ai répondu. Normalement, je suis à jour de toutes les questions. Si j'ai pas répondu à la vôtre, ou si vous n'avez pas reçu de réponse de Agora avant la fin de la semaine, ça veut dire qu'il y a un petit problème et que je vous ai loupé. Donc n'hésitez pas à me renvoyer votre question. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles questions? Quel est ton avis sur AK Technologies qui a beaucoup baissé depuis le Covid sans remonter après le secteur semble porteur? Quel est ton avis? Toutes les boîtes de SN, c'est des boîtes qui ont tendance à être très cycliques avec le cycle. C'est-à-dire, en fait, comme vous vendez de la puissance de cerveau, bah, les entreprises, les premières choses qu'elles vont éliminer quand il y a la crise, c'est ça. Parce que ça leur coûte pas grand-chose de l'éliminer.
Et quand il y a la reprise, c'est la première chose qu'elles vont prendre. Après, le problème dans AK Technologies, c'est la concurrence qu'il y a là-dessus. Est-ce que les gens ont encore du talent? C'est en fait le problème d'une ESN aussi, c'est quoi? C'est que maintenant, de plus en plus de gens ont la capacité de faire le travail d'une ESN en passant par des sociétés comme freelance.com, ce genre de choses, et en étant juste des freelances. Et que ça soit une ESN qui vous facture ou un freelance, ça change quoi? Pas grand chose. Vous voulez virer le ESN, vous virez les ESN, vous voulez virer le freelance, vous virez le freelance. Et généralement, vous avez beaucoup de boîtes, ils veulent que le prestataire vienne en interne et soit avec les équipes de dev internes. Donc vous êtes recruté par Crédit Agricole pour être dans le service IT. Vous êtes recruté à travers une ESN ou vous êtes recruté à travers un cabinet de recrutement qui va recruter des freelances. Ça change rien. Sauf que la plus-value que le SN faisait en vous vendant, bah, c'est le freelance qui la gagne en partie avec le cabinet de recrutement. Donc c'est quand même des modèles qui se font un peu ubériser. Alors sur AK Technologies, il y a quand même beaucoup plus de R&D. Voilà, il y a quand même, c'est différent. Il n'y a pas que de l'informatique. Mais voilà, ces boîtes-là, c'est quand même des boîtes qui ont des tendances à amplifier le cycle très violemment. Et je pense que les constructeurs auto et une partie des clients d'AK Technologies sont pas encore remis du cycle. Et donc ils n'ont pas une volonté d'aller demander des missions à AK Technologies. Mais je peux me planter, hein. C'est la R&D externalisée au niveau de la recherche développement vraiment très profonde. C'est pas un truc que je maîtrise aux petits oignons. Je maîtrise mieux les ESN liés, voilà, liés aux services numériques, au développement dans le cloud, ce genre de choses. Chez AK, c'est quand même un peu différent. Bon, du coup, c'est fini. Bah, du coup, je vous invite comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Opportunité Techno, à vous abonner, à liker les vidéos, à interagir dans les commentaires, hein. J'essaye toujours de répondre aux gens. Il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question sur Nacon, j'ai répondu en vidéo. Euh, Voilà, voilà. Croquette 3, ouais, je connais le marché américain. Mais c'est pas dans New Tech Insider Europe parce que, bah, comme le nom le porte, c'est que l'Europe. Mais oui, plus tard, je pense qu'on fera un service sur le marché américain. Après, le marché américain, je suis plus. Il y a beaucoup plus de. Enfin, même au niveau monde plutôt, il y a plus de grosses sociétés dans mon portefeuille aux États-Unis qu'en Europe. C'est aussi une question de construction des grosses sociétés. Les grosses sociétés européennes, c'est plus des industries, donc des fois des choses que je connais pas très bien. Aux États-Unis, c'est plus des techs, des choses que je connais mieux, donc voilà. Mais bon. Et bah du coup, je vous dis à jeudi pour cette conférence sur le Covid, en espérant que bah, ça vous plaise et que ça vous donne encore plein d'informations pour être de meilleurs investisseurs. Elle sera disponible en replay sur la chaîne Opportunité Techno. J'ai demandé à ce qu'on remette l'ancienne en replay aussi, pour que vous ayez l'ancienne conférence et la vision là-dessus. Voilà, bah, sinon n'hésitez pas à m'envoyer des mails à la-rédaction-tech@publication-agora.fr. N'hésitez pas aussi à me ping sur Twitter, à m'envoyer des dossiers, à me dire est-ce que tu as regardé ça, ce genre de choses. Et du coup, je vous dis à jeudi prochain pour parler du Covid. Bye bye.